Le lac Michigan est reconnu comme l'un des plus vastes et énigmatiques lacs d'eau douce des États-Unis. Récemment, dans ses profondeurs, les scientifiques ont mis au jour une découverte inexpliquée. D'immenses cratères circulaires éparpillés au fond du lac. Tout a débuté en 2022, lorsqu'une équipe de chercheurs entreprit de cartographier le fond du lac Michigan et d'y rechercher des épaves. Ils s'attendaient à y trouver un paysage typique fait de rochers ou de bancs de sable. Cependant, ce qu'ils ont aperçu sur leur sonar les a laissés sans voix. Des structures circulaires si parfaites qu'elles semblaient presque défier les lois de la nature. Ces formations se trouvent à environ 150 mètres sous la surface, dans des zones où l'eau devient opaque et insondable. Elles sont impressionnantes par leur taille, mesurant entre 90 et 180 mètres de diamètre, avec une profondeur pouvant atteindre 12 mètres. Et il y en a des dizaines, disposées avec une régularité surprenante, évoquant d'étranges empreintes. Mais l'équipe demeure perplexe quant à leur origine. Puis, en août 2024, le mystère s'est encore épaissi. Grâce à un véhicule télécommandé, les chercheurs ont pu examiner ces structures de plus près. Ils ont ainsi recensé une quarantaine de ces formations, totalement inédites dans l'histoire des Grands Lacs. Quelle pourrait être l'origine de ces cratères? Serait-il possible qu'ils soient les traces d'un ancien événement géologique tombé dans l'oubli? Si tel est le cas, il est intriguant de constater qu'ils soient demeurés intacts, préservés des perturbations au fil du temps. Différentes hypothèses ont émergé. Parmi elles, la possibilité qu'il s'agisse de dolines, ces effondrements soudains de la surface terrestre qui laissent apparaître des cavités béantes. La roche située sous la surface, souvent constituée de calcaire, se dissout lentement sous l'effet de l'eau, ce qui génère des cavités souterraines. Lorsque la surface située au-dessus de ces cavités devient incapable de supporter son propre poids, elle finit par s'effondrer, formant ainsi un trou. Imaginez cela comme lorsque vous enfoncez une paille à travers l'opercule d'une boisson. Les dolines peuvent être des creux modestes ou des cavités gigantesques pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de diamètre. Elles peuvent se former peu à peu ou apparaître brusquement. Parfois, elles sont capables d'engloutir des voitures, voire des bâtiments entiers. Le lac Michigan repose sur un substrat rocheux, composé de calcaire, une roche qui s'érode facilement sous l'action de l'eau. Ce phénomène a déjà été observé dans le lac Huron, où des dolines similaires ont été identifiées. Cependant, cette théorie présente certaines incohérences, pour ne pas dire des failles. Il est ainsi étonnant que toutes ces formations soient aussi imposantes. Et il est inhabituel, voire rare, que des dolines se forment dans le lit d'un lac. En outre, ces structures semblent s'organiser en un motif linéaire. Elles s'étendent principalement vers le sud, formant une ligne diffuse, ce qui est pour le moins curieux. Si ces formations sont réellement des dolines, elles semblent défier les règles de la géologie. Il pourrait également s'agir d'un processus nouveau et inhabituel, encore inconnu, qui se produirait sous la surface du lac. Mais une autre théorie pourrait expliquer ce mystère, celle des glaciers. Les glaciers, véritables fleuves de glace, ont couvert une grande partie de la Terre lors de la dernière ère glaciaire. Leur puissance est prodigieuse. Bien qu'ils avancent lentement, parfois de seulement quelques centimètres par jour, leur poids colossal leur permet de remodeler entièrement des paysages au fil des millénaires. En avançant, les glaciers broient et creusent les terrains situés sous eux, tels d'immenses bulldozers naturels. Leur masse, combinée à leur mouvement inexorable, érode tout sur son passage, qu'il s'agisse de roches, de sol ou même du substrat rocheux. Ce processus peut aboutir à la formation de profondes entailles dans la croûte terrestre, appelées vallées glaciaires. Durant l'âge de glace, de nombreux glaciers recouvraient le nord des États-Unis, y compris la région des Grands Lacs. S'ils ont traversé ce qui est aujourd'hui le lac Michigan, il est possible qu'ils aient creusé ces trous profonds. Les glaciers se déplacent généralement de manière relativement rectiligne. En avançant, ils érodent le terrain, mais l'intensité de l'érosion varie en fonction de la nature du substrat rocheux. Par exemple, les zones où la roche est plus tendre ou fracturée sont plus facilement sculptées et comprimées par le glacier, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains trous sont plus grands et profonds que d'autres, les substrats rocheux plus durs étant moins affectés. Cependant, cette érosion ne génère généralement que de larges dépressions en forme de croissant, et non de vastes cratères circulaires comme ceux observés dans le lac Michigan. Une fois les glaciers fondus, les grands lacs se sont formés.
Si les cratères se sont effectivement le résultat de l'activité glaciaire, il est possible qu'ils aient été submergés, devenant ainsi partie intégrante du lac Michigan. Mais cette théorie reste spéculative et nécessite davantage de preuves. Il existe toutefois une autre dimension à ce mystère. Ces cratères ne sont pas seulement des formations intrigantes. Ils pourraient en réalité renfermer de précieux indices sur les premières formes de vie terrestre. Certaines parties du lac Michigan, notamment les zones sombres, présentent une faible teneur en oxygène. On pourrait les considérer comme une version édulcorée des environnements océaniques profonds, souvent caractérisés par une grande absence d'oxygène. Par exemple, les évents hydrothermaux des grands fonds, des ouvertures sous-marines dans la croûte terrestre, contenant de l'eau chaude et minéralisée, et où l'oxygène est souvent rare. Or, certains organismes prospèrent dans des milieux comme ceux-ci. Par exemple, les Mysidae, de minuscules créatures semblables à des crevettes vivant dans les eaux froides et profondes. Et, à l'image des opossums, elles possèdent une poche pour transporter leurs petits. Ou encore, les Cotoidea des profondeurs, de petits poissons sédentaires qui prospèrent également dans les lacs froids. Ces créatures sont parfaitement adaptées à la vie dans les eaux sombres et restent généralement proches du fond du lac. On compte aussi d'étranges organismes, tels que les moules quagga invasives, qui s'apparentent à des coquillages. Ce sont de petites moules d'eau douce qui se sont répandues jusque dans les grands lacs. Elles s'accrochent aux surfaces et peuvent causer des problèmes aux écosystèmes en concurrençant les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. Tous ces organismes pourraient se trouver dans le lac Michigan, et même bien d'autres. Il pourrait se trouver des microbes ou même des bactéries spécialement adaptées à ces conditions extrêmes. Tout comme c'était le cas dans le lac Huron. Il n'y a qu'un petit nombre de créatures capables de survivre profondément à l'intérieur de ces cratères. Et leur étude pourrait nous offrir de précieux indices sur la manière dont la vie a prospéré dans les anciens océans, pauvres en oxygène. C'est précisément dans des environnements similaires que certaines des premières formes de vie se sont épanouies. La Terre primitive possédait une atmosphère contenant peu d'oxygène, mais était bien plus chaude. Et d'anciens micro-organismes s'étaient adaptés à ces conditions. Les grands lacs, notamment le lac Michigan, ont toujours eu une réputation quelque peu fantomatique. Rien que cette mission qui avait été organisée pour étudier les épaves, il y en avait environ 6000 dans les grands lacs. De nombreuses épaves reposent encore sur les fonds lacustres, préservés par les eaux froides. Et les naufrages ne sont pas les seuls phénomènes étranges liés aux grands lacs. Au fil des ans, nombre de disparitions sont restées inexpliquées. Des bateaux et même des avions volatilisés sans laisser de traces. Les lacs, souvent calmes en surface, peuvent soudain s'avérer dangereux avec des tempêtes imprévisibles et de grandes vagues, menant à ces nombreuses catastrophes. Sans même parler de toutes les choses effrayantes observées là-bas au fil des siècles, comme les lumières fantomatiques au-dessus de l'eau ou des phénomènes météorologiques étranges, tels que des brumes inquiétantes qui semblent surgir de nulle part. En 2007, une structure préhistorique, ressemblant un peu à Stonehenge, a même été découverte dans le lac, bien qu'elle soit beaucoup plus petite. Il se trouvait à environ 12 mètres sous la surface, au cœur de la baie de Grand Traverse. On estime qu'il aurait près de 9000 ans, soit bien plus vieux que Stonehenge. Il semble être une empreinte de ceux qui ont vécu dans cette région il y a des millénaires. Ces pierres massives sont disposées selon un motif sinueux s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Elles varient en taille, allant de celle d'un ballon de basket à celle de voitures compactes. Cependant, l'une d'entre elles se distingue particulièrement. Un rocher mesurant entre 1,10 m et 1,20 m de hauteur pour 1,50 m de large, orné de l'image d'un mastodonte. Une créature qui parcourait la Terre il y a environ 11 000 ans avant de disparaître. Il est probable qu'il se soit enfoncé à cet endroit à la fin de la dernière ère glaciaire, mentionnée un peu plus tôt. Cette période a profondément remodelé la région. Tandis que cet emplacement est aujourd'hui submergé, il s'agissait à l'époque de terre ferme. Ces pierres semblent donc avoir été créées par les gens qui habitaient dans les lieux, bien que leur fonction reste incertaine. Marquait-elle un terrain de chasse? Ou bien s'agissait-il d'un ancien calendrier? Qui sait? À peine 15% du fond des grands lacs a été exploré. Aujourd'hui, les scientifiques s'apprêtent à mener des recherches beaucoup plus approfondies, tant sur le plan littéral que métaphorique. Ils souhaitent analyser le fond du lac qui entoure ces cratères, dans l'espoir que certains éléments présents dans leur environnement aient pu être à l'origine de leur formation. Ils mènent des initiatives telles que le Lakebed 2030, visant à cartographier l'ensemble du paysage sous-marin. Cela nous permettrait d'en apprendre énormément sur le lac Michigan et le passé de notre planète.
Qui sait quels secrets ces eaux sombres pourraient encore nous révéler? Vous connaissez Stonehenge sans aucun doute. Ces gigantesques blocs de pierre, mystérieusement érigés en cercle sur une plaine anglaise par on ne sait qui. Mais si le Stonehenge d'Angleterre n'était en réalité qu'une imitation d'un monument plus ancien, et si ces bâtisseurs avaient simplement traversé l'Atlantique pour reproduire ce qu'un autre peuple avait déjà accompli ailleurs? En effet, des chercheurs ont mis au jour un autre Stonehenge, immergé sous les eaux du lac Michigan. Ce lac est le foyer de phénomènes étranges et inexpliqués. On y recense de nombreuses disparitions, des crashs aériens, et désormais ceci, un antique monument submergé, qui ressemble étrangement à Stonehenge. Il nous était impossible de rester indifférents, nous devions explorer cette histoire en profondeur. Un cercle de pierre monumentale, agencé d'une manière étrangement familière. 2 anneaux y étaient invisibles, un cercle externe, un autre interne, reposant à 12 mètres sous la surface. Mais il ne s'agissait pas d'un simple tas de pierres. Elles avaient été disposées là de manière délibérée, par la main de l'homme. En poussant plus loin, les chercheurs ont réalisé qu'ils contemplaient une structure vieille de plus de 9000 ans. Songez-y un instant. Ce Stonehenge, englouti dans le lac Michigan, précède les pyramides d'Égypte. Il est même antérieur au Stonehenge britannique, d'environ 4 millénaires. Ces révélations suffisaient déjà à stupéfier les chercheurs de l'Université de Northwestern Michigan. Mais cela, avant même qu'ils ne fassent une découverte encore plus étonnante. L'une des pierres présentait une gravure, un pétroglyphe discret mais net, représentant un mastodonte. Ces créatures, proches cousines de nos éléphants, ont disparu de la surface de la Terre il y a 10 000 ans. Par conséquent, ceux qui ont érigé ce Stonehenge subaquatique vivaient nécessairement à la même époque que ces animaux disparus. Cette découverte a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Après tout, pourquoi aurait-on entrepris de disposer ces blocs de pierre au fond d'un lac? Pour commencer, les chercheurs estiment qu'à cette époque, le lac Michigan contenait beaucoup moins d'eau qu'aujourd'hui. Ensuite, il se pourrait que ce dispositif soit lié à des pratiques rituelles ancestrales des peuples autochtones. Un professeur de l'Université du Michigan a proposé une hypothèse intrigante. Selon lui, ces pierres auraient constitué une sorte de piège de chasse préhistorique. Il avance que les premiers chasseurs utilisaient cette formation circulaire comme un couloir de guidage, afin de canaliser de grands animaux, tels que les mastodontes évoqués dans les gravures rupestres, vers une enceinte plus restreinte, où ils devenaient plus faciles à abattre. Toutefois, cette théorie ne fait pas l'unanimité. D'autres estiment que ce cercle avait sans doute une signification plus spirituelle et symbolique. Pour les tribus locales, comme les Anishinaabe, les pierres ne sont pas de simples éléments minéraux. Elles sont des entités vivantes, porteuses d'une énergie sacrée, et incarnent un lien profond entre la terre et tous les êtres vivants. Un ancien de cette communauté a même déclaré que ces pierres étaient sacrées, disposées là par leurs ancêtres pour rendre hommage à la terre et aux créatures qu'elle abrite. Les scientifiques s'efforcent d'étudier cette structure rocheuse en profondeur, à environ 12 mètres. C'est là que réside le principal obstacle. Son immersion complique les recherches, d'autant qu'ils ne disposent pas des équipements les plus performants. Les outils classiques de l'archéologie s'avèrent peu adaptés à un environnement subaquatique. Toutefois, des technologies prometteuses, telles que la photogrammétrie stéréoscopique, qui permet de concevoir des modèles tridimensionnels d'un site, offrent aux chercheurs de nouveaux moyens d'analyse. Malgré cela, les investigations demeurent lentes et onéreuses, et nul ne sait quand ce mystère trouvera enfin réponse. Comme évoqué précédemment, le lac Michigan est un véritable foyer de phénomènes inexpliqués. Son lit est parsemé d'épaves, comme celle du Thomas Hume, une solide goélette américaine. Il recèle également des débris d'avions disparus de manière soudaine alors qu'ils survolèrent la zone, à l'image du vol 2501 de Northwest Airlines, qui s'est volatilisé dans les années 50. Certains désignent même cette région sous le nom de « triangle du lac Michigan », évoquant la possibilité d'activités paranormales semblables à celles que l'on impute au célèbre triangle des Bermudes. Le lac s'étend sur plus de 57 000 km², ce qui correspond à près des 2/3 de la superficie de l'Irlande. En 2024, les scientifiques sont parvenus à accéder à un autre mystère enfoui dans les profondeurs du lac Michigan, l'épave de la goélette Margaret A. Muir. Ce voilier de 40 mètres
avait sombré il y a plus de 130 ans. La découverte a été rendue publique tout récemment par la Wisconsin Underwater Archaeology Association, ou WUAA, dont l'équipe a localisé l'épave à 15 mètres de profondeur, non loin du rivage d'Algoma, dans l'état du Wisconsin. Construite en 1872, le Margaret A. Muir était une goélette à 3 mâts, conçue pour acheminer des cargaisons lourdes à travers les grands lacs. Son dernier voyage avait débuté comme une simple traversée de routine. Chargée de sel en vrac, elle avait quitté Bay City, dans le Michigan, à destination de South Chicago, dans l'Illinois. Mais le 30 septembre 1893, le périple a tourné au drame. Alors que le Muir approchait la ville d'Annapé, aujourd'hui connue sous le nom d'Algoma, une violente tempête s'est brusquement levée. Le navire a rapidement commencé à prendre l'eau. Le capitaine a donné l'ordre à son équipage de l'abandonner et, heureusement, tous ont réussi à regagner la rive sains et saufs. Durant plus d'un siècle, l'épave est demeurée intacte au fond du lac, son emplacement demeurant inconnu. Mais grâce à une combinaison de recherches historiques et à l'utilisation de sonars haute résolution, les chercheurs ont fini par localiser l'épave en mai de l'année dernière. Elle est remarquablement préservée, certaines sections du pont et de l'équipement étant encore visibles. Un peu plus à l'ouest, au fond du lac Mendota, près de Madison, dans le Wisconsin, des chercheurs ont mis au jour une autre découverte spectaculaire. Ils y ont trouvé 11 canoës anciens. Selon eux, le plus vieux d'entre eux remonterait à environ 2500 avant notre ère. Si cette découverte ne vous semble pas majeure, c'est sans doute parce que vous l'abordez avec une perspective contemporaine. Aujourd'hui, une autoroute typique du Midwest serait remplie de pick-up. À l'époque, en revanche, seuls des canoës sillonnèrent la région. Ils constituaient le principal moyen de transport des cultures autochtones, utilisés aussi bien pour la pêche en eau profonde que pour le commerce et les trajets de longue distance. Ce qui a tant enthousiasmé les scientifiques, c'est qu'ils n'avaient encore jamais trouvé de preuves concrètes de l'usage des canoës dans cette région à l'époque. Et pour comprendre les cultures locales ayant occupé ces terres durant cette période, il leur fallait absolument obtenir des données sur leurs moyens de déplacement et d'échange. Cette découverte enthousiasmante a été rendue publique en mai 2024 par la Société historique du Wisconsin. Le premier canoë, que les chercheurs estiment vieux d'environ 1200 ans, a été extrait du lac en 2021. Un second a été mis au jour l'année suivante. Et à présent, des plongeurs ont repéré au moins 11 autres embarcations le long de ce qui fut jadis une ancienne rive, aujourd'hui totalement submergée. Une théorie suggère que ces canoës auraient été volontairement immergés pour éviter qu'ils ne gèlent ou ne se déforment durant l'hiver. Il se pourrait qu'on les ait entreposés au même endroit pendant plusieurs générations. Ou bien que ce site ne représente qu'une partie d'un peuplement bien plus vaste. Les historiens envisagent même la possibilité qu'un ancien village repose sous les eaux. Des plongeurs ont déjà mis la main sur des outils en pierre, comme des lestes à filets de pêche, mais le village en lui-même n'a pas encore été localisé. En réalité, même si les grands lacs accaparent souvent toute la lumière, les scientifiques rappellent que des lacs plus modestes, comme Mendota, ont aussi leur lot de récits. La Société historique du Wisconsin collabore étroitement avec les Premières Nations pour mieux reconstituer l'histoire de ce plan d'eau. Et croyez-le ou non, il existerait un troisième Stonehenge, niché sous les eaux du lac de Constance, en Suisse. Considérez-le comme une sorte de cousin aquatique du célèbre site anglais. Les archéologues ont commencé à l'identifier dès 2015, en découvrant une ligne de 170 cairns en pierre, manifestement d'origine humaine, reposant au fond du lac. Selon les scientifiques, il s'agirait très probablement d'un projet mené par plusieurs villages. Et le site des cairns aurait été utilisé à des fins collectives. Il faut dire que les structures sont impressionnantes. Certaines s'étendent sur une dizaine de mètres de large et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. La découverte la plus stupéfiante à ce jour, c'est que le site daterait d'environ 5500 ans, soit à peu près la même époque que la construction du tout premier Stonehenge. Ce qui les rapproche, ce sont notamment leurs dates de création et les caractéristiques spécifiques de ces monuments de pierre agencés en cercle. Les scientifiques en savent encore peu sur ce site, mais pour ma part, j'y vois un motif qui semble se répéter un peu partout à travers le globe. Pas vous? Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques
et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formèrent des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm.
Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. La prochaine fois que vous explorerez le monde via Google Maps, je vous invite à découvrir un lac en Finlande dont la forme évoque celle du pays lui-même. Situé au nord du territoire, ce lac a été modifié par l'homme pour en faire une réplique fidèle à l'échelle 1/10 millième. C'est durant les années 80, alors que le tourisme arctique et le ski au-delà du cercle polaire connaissaient un véritable essor, que cette initiative est née. Une entreprise locale a entrepris de bâtir un hôtel ainsi que plusieurs chalets de vacances dans la région. L'étang, façonné pour ressembler à la Finlande, visait à attirer davantage de touristes. En l'espace d'une semaine, grâce à 2 excavatrices, un ruban à mesurer et quelques piquets, ils ont accompli ce projet avec une remarquable efficacité. Si vous redoutez les longs trajets en ascenseur, faites un détour par Hanovre, en Allemagne. L'un des ascenseurs extérieurs de la ville ne parcourt que quelques centimètres, rendant l'expérience aussi brève qu'amusante. Devenue une véritable vedette des réseaux sociaux grâce aux vidéos postées par des touristes, il est probable que vous deviez patienter pour profiter de cette montée express. Quant à son utilité, cet ascenseur est installé dans la gare de Hanovre. Lorsqu'on voyage avec des bagages lourds ou que l'on dispose d'une mobilité réduite, chaque centimètre parcouru compte, faisant de cet ascenseur un moyen pratique de se déplacer au sein de la gare. Pour les amateurs d'ours en gélatine, sachez que votre friandise préférée contient assez d'énergie pour provoquer un véritable spectacle pyrotechnique. En effet, si vous déposez un ours en gélatine dans un tube d'ignition contenant une petite quantité de chlorate de potassium ou de sodium fondu,
il s'évaporera en une boule de feu spectaculaire accompagnée d'un impressionnant nuage de fumée. Le chlorate de potassium commence d'abord par fondre, puis il se décompose et libère de l'oxygène. Le sucre contenu dans l'ourson en gélatine s'embrase rapidement, se transformant en dioxyde de carbone et en eau, ce qui dégage une quantité considérable d'énergie. Une fois le tout refroidi, vous pouvez observer les résidus. La substance noire est du carbone non brûlé, le solide blanc est du chlorure de potassium, et la matière de couleur caramel correspond à du sucre partiellement brûlé. Notre oreille externe ne comporte que 6 muscles, tandis que celle des chats en compte un impressionnant nombre de 32. Cette particularité leur permet de faire pivoter leurs oreilles à 180 degrés et de les utiliser pour exprimer leur humeur. Si les oreilles sont droites et orientées vers l'avant, votre chat est content. Si elles sont tournées sur les côtés, comme les ailes d'un avion, ou inclinées vers l'arrière, cela indique que votre chat est stressé ou apeuré. Des oreilles abaissées ou orientées sur les côtés peuvent signaler une maladie. Il est donc important d'y prêter attention. Un chien errant au Brésil a trouvé un emploi en tant que consultant automobile dans une concession Hyundai. Le directeur de l'établissement a remarqué ce chiot errant à proximité de la concession et a commencé à lui offrir de l'eau et de la nourriture. Les autres membres du personnel sont également tombés sous le charme du chien et ils ont finalement décidé de l'adopter. Ce dernier, désormais baptisé Tucson en hommage au populaire SUV compact de Hyundai, a trouvé un foyer et un travail. Ses tâches incluent le port d'une cravate, la prise en main du volant et le charme des clients. Comme on peut le constater sur les réseaux sociaux de l'entreprise, Tucson excelle dans toutes ses tâches. Au Mexique, on aime relever les mangues et les agrumes avec du sel et du piment en poudre. Aux Philippines, vous pouvez goûter une mangue à l'arôme de crevettes, tandis que dans le sud des États-Unis, on déguste la pastèque salée. Lorsque vous savourez un fruit sucré saupoudré de sel, la saveur salée se manifeste dès la première bouchée, suivie par la douceur du fruit qui apparaît ensuite. Et lorsque vous atteignez ce moment, le fruit semble toujours aussi exquis et juteux. Cela s'explique probablement par le fait que le sel influence le récepteur gustatif du sucré, créant ainsi une véritable magie au niveau moléculaire. Vous pouvez essayer d'ajouter du sel à n'importe quel fruit de votre choix, mais l'effet variera. Le sel peut intensifier la douceur de fruits tels que les cerises et les fraises, tout en équilibrant la saveur de fruits comme le pamplemousse, l'ananas et la pastèque. En 1956, bien avant l'avènement des premières applications de rencontres ou des applications tout court, un marin suédois nommé Ake Viking a décidé de confier à la mer le soin de lui trouver une âme sœur. Il a glissé un court message à quelqu'un de beau et de lointain dans une bouteille qu'il a ensuite laissé voguer à travers le monde. 2 ans plus tard, il a reçu une réponse d'une jeune Sicilienne nommée Paolina. Elle lui écrivait qu'elle ne se trouvait pas vraiment belle, mais qu'elle trouvait extraordinaire que la bouteille ait parcouru une telle distance, et c'est pour cette raison qu'elle avait voulu en informer l'expéditeur. Ils ont entamé une correspondance et, quelque temps après, Ake Viking a déménagé en Sicile pour épouser sa bien-aimée Paolina. Le motif unique de vos empreintes digitales vous accompagne tout au long de votre vie. Même si vous endommagez vos empreintes ou développez une affection cutanée susceptible de les altérer, elles repousseront en l'espace d'1 mois. En vieillissant, la peau de vos doigts devient moins élastique et les crêtes de vos empreintes s'épaississent. Mais le motif demeure inchangé, bien qu'il devienne plus difficile à scanner. Cependant, si vous êtes maçon ou que vous manipulez certains produits chimiques, vous pourriez perdre quelques détails de ce motif naturel. Rassurez-vous, vos empreintes reviendront à la normale une fois ces activités arrêtées. Sauf peut-être si vous êtes bouché. Si vous croyez encore à la règle des 5 secondes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dès que la nourriture touche le sol, elle devient un véritable aimant à bactéries. Les chercheurs ont découvert que l'humidité, le type de surface et le temps de contact jouaient tous un rôle dans le degré de contamination des aliments. Les aliments à forte teneur en eau, comme une pastèque juteuse, sont plus rapidement contaminés. Dans une autre étude, des chercheurs ont prélevé des échantillons sur les sols de l'Université de l'Illinois, dans des laboratoires, des halls, des dortoirs et des cafétérias, pour déterminer combien de micro-organismes s'y trouvaient. Même sur des surfaces sèches et stériles, des germes ont migré en moins de 5 secondes vers des biscuits et des bonbons en gélatine. Pour certains aliments, il a suffi de moins d'1 seconde pour que ce transfert commence. La première poupée Barbie a été conçue en 1959, mais son arrière-arrière-arrière-grand-mère date de la Rome antique. Lors de travaux de construction à Rome au XIXe siècle, des archéologues ont découvert d'incroyables sarcophages.
L'un d'eux renfermait, à côté de sa propriétaire, une poupée de 23 cm de long. La tête et le corps de la poupée étaient sculptés dans un seul morceau d'ivoire. Ses bras et ses jambes étaient séparés et reliés par un ingénieux mécanisme à base de clous, leur permettant ainsi de bouger. Le visage était si minutieusement détaillé qu'il ressemblait à un minuscule portrait. La poupée portait même une bague en or, sertie d'une clé, et possédait une petite boîte en ivoire remplie de bijoux, de minuscules miroirs, de peignes en os et de divers accessoires. Cependant, Ken restait introuvable. Si vous êtes en quête d'un nouvel emploi et que vous aimez faire des câlins, vous pourriez être en veine. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le métier de câlineur professionnel existe bel et bien. Plusieurs entreprises proposent des services de câlinothérapie et recherchent du personnel prêt à offrir des étreintes, à écouter et à soutenir les personnes qui en ont vraiment besoin. Bien sûr, tout le monde peut donner des câlins, mais pour en faire une profession rémunératrice, il faut suivre une formation en câlinothérapie professionnelle. Il vous faudra apprendre à établir des limites avec vos futurs clients sans heurter leur sensibilité et à prendre soin des autres sur le plan mental sans trop dévoiler votre propre personnalité. Le célèbre scientifique Nikola Tesla prévoyait déjà en 1900 que le monde entier serait sans fil. Il affirmait que des appareils pas plus grands qu'une montre seraient capables de transmettre des signaux avec précision. À l'époque, c'était une idée révolutionnaire qu'il avait eue en menant des expériences dans l'un de ses laboratoires. Tesla était tellement convaincu du succès de son idée qu'il réussit à persuader le célèbre banquier JP Morgan d'investir dans son projet. Le système mondial sans fil devait inclure une tour en forme de champignon sur les rives de Long Island, capable de transmettre des messages, des appels téléphoniques et des images aux navires traversant l'Atlantique. Malheureusement, en raison de problèmes financiers, la tour ne fut jamais achevée. Eh bien, on peut dire que les choses se sont finalement arrangées, n'est-ce pas? Le lac Monoun du Cameroun, d'apparence paisible, est un véritable piège. Au premier abord, il peut sembler calme et serein. Mais ce lac est comme un volcan qui n'attend qu'une chose, entrer en éruption. Et il le fera en général sans crier gare. Sa dernière éruption remonte à 1984 et a provoqué une explosion qui a laissé tout le monde pantois. C'est comme si ce lac était une canette qu'on vient de secouer. En termes techniques, on parle d'éruption limnique. Ce phénomène rare se produit lorsque du gaz provenant des profondeurs entre soudainement en éruption. Pour que cela se produise, un certain nombre de facteurs doivent être réunis. Vous vous inquiétez? Vous pouvez être attentif à certains signes. Tout d'abord, si la végétation autour d'un lac est un peu aplatie, il se peut qu'il y ait déjà eu une éruption limnique. En effet, l'eau peut surgir avec une immense pression et déborder. Si vous sentez que l'eau est soudainement un peu plus chaude, vous devez vite vous mettre à l'abri. Il y a ce lac au Kazakhstan. À la surface, c'est un véritable désastre. Avec des troncs d'arbres vides qui sortent de l'eau, ce n'est pas joli à voir. Mais si vous avez le courage de vous y baigner, vous serez transporté dans un tout autre monde. Son histoire remonte à l'année 1911, lorsqu'un glissement de terrain a rempli la vallée d'eau de pluie, submergeant complètement une forêt locale. Aussi fascinant que cela puisse paraître, il n'est pas facile d'y plonger. L'eau est glacée et les algues, les plantes et les arbres submergés en font une véritable course d'obstacles. Avez-vous entendu parler de ce lac brûlant situé sur l'île ensoleillée de la Dominique dans les Caraïbes? Près des berges, l'eau peut atteindre des températures comprises entre 82 et 92 degrés Celsius. Pas étonnant que personne n'ait encore eu le courage de mesurer le centre du lac. Bien sûr, la chaleur peut baisser de temps en temps, mais qui sait quand ces eaux recommenceront à bouillir? De plus, cet endroit est rempli de gaz nocifs. À cause d'eux, disons que ça ne sent pas vraiment la rose, plutôt les œufs pourris. Alors, à moins que vous ne souhaitiez ressembler à un homard bouilli, je vous conseille d'aller faire trempette autre part. Si vous prévoyez un voyage en Tanzanie, vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de plonger dans le lac Natron. Certes, il a une belle teinte rougeâtre, mais c'est en raison des bactéries qui y vivent. Et ne parlons même pas des niveaux de pH. Ils sont si élevés qu'ils pourraient décolorer votre maillot de bain. Mais au moins, les flamants roses s'y plaisent.
Ces oiseaux aiment l'acidité et vivent leur vie au sein d'une communauté de 2,5 millions de jolies bêtes à plumes. Vous vous demandez peut-être comment ces oiseaux arrivent à survivre à cet endroit. C'est tout simple. L'absence de prédateurs est synonyme d'absence de stress, ce qui facilite la reproduction. Et ils adorent ces petites bactéries qui rendent ces eaux toutes roses. Vous pensez peut-être que le grand trou bleu du Belize est accueillant, avec ses éblouissantes teintes bleues et sa proximité avec la terre ferme. Mais vous pouvez ranger vos palmes. Il y a un hic. Certes, il mesure environ 275 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur. Mais sous la surface se cache tout un réseau de tunnels remplis de coraux et d'animaux sauvages. C'est comme d'essayer de trouver son chemin dans le labyrinthe d'un parc d'attractions, mais avec des poissons en plus. Et comme si cela ne suffisait pas, plus vous descendez, moins vous rencontrerez de créatures. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, il s'avère qu'une couche de sulfure d'hydrogène recouvre toute la largeur du trou, et qu'il n'y a donc pas d'oxygène. Vous prévoyez de vous rendre à la cascade de Devil's Kettle dans le Minnesota? Elle n'est pas forcément dangereuse, mais vous risquez de perdre certaines de vos affaires si vous ne faites pas attention. En effet, cette chute d'eau présente un phénomène qui laisse les géologues perplexes. Une partie de la cascade s'écoule normalement, tandis que l'autre partie disparaît dans un grand trou. Et tenez-vous bien, même les balles de ping-pong ne parviennent pas à s'en échapper. Les scientifiques ont décidé d'enquêter, et ils sont allés jusqu'à utiliser des traceurs GPS. Au début, ils n'arrivaient pas à comprendre, mais ils se sont rendus compte que le trou agit comme un gigantesque mixeur. La pression de l'eau est telle qu'elle anéantit tout sur son passage. En mesurant le volume d'eau, ils ont pu constater qu'il demeurait égal, et que l'eau devait donc ressortir quelque part. L'explication la plus probable est que l'eau réapparaît dans le ruisseau situé sous la cascade. Vous avez certainement entendu parler du triangle des Bermudes. Mais laissez-moi vous parler d'un piège aquatique situé dans le Pacifique. La mer du diable. C'est comme un jeu de cache-cache, mais avec des navires. Ils disparaissent et on ne les retrouve jamais. Le Cayo Maru nombre 5 avait pour mission d'enquêter sur une île volcanique. Mais le voyage s'est avéré être à sens unique. On sait maintenant que la mer du diable relève plus du mythe que de la réalité. Mais ça n'enlève rien à l'intérêt de l'histoire. Et si les disparitions mystérieuses de navires vous intéressent vraiment, c'est sur le lac supérieur qu'il faut vous pencher. Même les plongeurs les plus compétents n'ont pas pu retrouver la moindre trace de tous ces navires disparus. Le personnage principal de cette histoire est un navire, connu sous le nom de SS Edmund Fitzgerald, le plus grand à avoir coulé dans les Grands Lacs. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement pourquoi c'est arrivé. Vous avez prévu de vous baigner dans l'un des Grands Lacs? Vous devriez peut-être éviter le lac Michigan, à moins que vous ne soyez un adepte des sports nautiques extrêmes. Ce mauvais garçon a la réputation d'être le plus dangereux du groupe. Ces courants souterrains sournois adorent attraper les nageurs innocents. Et méfiez-vous des quais et des jetées qui ne font qu'ajouter à la difficulté. Si vous vous sentez l'âme d'un aventurier, évitez quand même les mois d'octobre et de novembre. C'est à ce moment-là que les températures commencent à baisser et que les courants se déchaînent. Le Tibet a aussi son lac dangereux, et pourtant il est magnifique. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car sa teneur en sel est si élevée que rien ne peut y survivre. Certains villageois considèrent même qu'il est contaminé. La cerise sur le gâteau? D'autres habitants croient qu'une vilaine créature vit dans le lac et qu'elle occupe tout l'espace à elle seule. Pas étonnant qu'on le surnomme Ténèbres. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le lac Victoria, le grand kahuna des lacs africains, et le troisième plus grand du monde. Mais attention, ces eaux ne sont pas sans danger pour nous, les humains. Certaines régions peuvent même être extrêmement risquées. Ce lac possède en effet son propre climat. Qu'est-ce que ça veut dire? Principalement qu'il ne faut pas se fier au temps qu'il fait. Vous pouvez être en train de profiter des rayons du soleil et, la seconde d'après,
Vous devrez courir vous abriter de la pluie torrentielle. À moins que vous ne souhaitiez vous baigner pendant une tempête, évitez ce lac, il est fou. Vous avez peut-être déjà vu des photos du lac Hillier. C'est comme une piscine géante de jus de pamplemousse en Australie. Depuis des siècles, les scientifiques se creusent la tête à son sujet, car ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi il est rose. Mais le comble, c'est qu'il n'est pas le seul. Il existe en effet un autre lac rose, le lac Retba. Ces deux lacs ont une teneur en sel très élevée, ce qui attire apparemment des micro-organismes appelés Dunaliella salina. Ces petits mégas produisent du bêta-carotène. Vous savez, la substance que l'on trouve dans les carottes, c'est ce qui donne à ces lacs leurs couleurs éclatantes. Vous souhaitez vous baigner dans ce lac? Techniquement, ce n'est pas dangereux. L'eau étant très salée, il n'y a aucune créature à redouter. En revanche, vous devrez veiller à ne pas boire accidentellement la tasse. Boire de l'eau très salée vous déshydratera plus vite qu'une plante dans le désert. Partons à la découverte d'une ville entourée de montagnes et de forêts au nord de l'État de New York. Cette ville, Lake George, est située au bord d'un grand lac. Beaucoup de gens s'y rendent pour pêcher, faire du bateau et d'autres activités aquatiques. Tu peux y croiser de nombreux pêcheurs, des athlètes et ce gars qui crie sur la rive du lac. Lake George est l'un des endroits les plus populaires au nord de... Attends une seconde, quoi? Un gars qui crie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien ça. Les gens s'approchent de la rive, se tournent vers le lac et les montagnes et se mettent à crier très fort. C'est assez bizarre vu de l'extérieur. Voilà un jeune homme qui crie, puis il part. Une fille prend sa place. Elle crie, puis te propose de faire la même chose. Ok. Tu prends sa place, tu te tournes vers le lac et tu cries. Waouh! Tu entends l'écho de ta voix. C'est comme si tu avais crié dans un mégaphone géant. Ton cri est distordu. C'est incroyable. Tu t'approches encore de la rive et tu cries une deuxième fois. Mais cette fois, plus rien. Tu t'entends crier normalement. Tu te remets exactement au même endroit qu'auparavant et là, ça remarche. Tu entends encore une fois l'écho. Mais comment c'est possible? Regarde où tu as mis tes pieds, te dit la fille. Tu te tiens sur une plateforme ronde en béton sur laquelle est gravée une boussole. Sur cette boussole, il y a une carte du lac. Dans le centre de cette carte, il y a deux lignes de la boussole qui se croisent en formant un X. Tous ceux qui se placent exactement à cet endroit entendront un écho incroyable. C'est comme si ton cri passait par une autre dimension avant de revenir vers toi. Mais le mieux, c'est que les personnes qui sont juste à côté n'entendent rien. Ils te voient juste en train de crier normalement. L'écho ne se produit que si l'on est placé sur le X. Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer ce phénomène acoustique et à comprendre les causes de ce comportement des ondes sonores. Ils ne formulent que des hypothèses et des théories. La plateforme en béton est entourée par un petit mur en demi-cercle qui longe le lac. Certaines personnes pensent que la voix rebondit sur ce mur en créant un effet particulier. On peut trouver ce genre de mur en demi-cercle dans de nombreux endroits, mais aucun ne crée un tel effet. Il y a une autre théorie selon laquelle les montagnes et l'eau créeraient cet écho. Une ancienne légende raconte qu'une créature magique est apparue à cet endroit. Elle aurait crié vers l'eau et sa sagesse résonne sur le lac depuis. Je crois plutôt que la voix rebondit sur le mur, mais bon, passons à la visite de l'endroit suivant. Un autre endroit incroyable. En Californie cette fois. Bienvenue sur le lac Berryessa. Approche-toi de la rive et regarde. Tout a l'air normal. La nature autour est luxuriante, l'eau est claire et calme. Mais il y a un trou énorme dans ce lac, par lequel s'écoulent chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de naturel, ni une porte de l'enfer. C'est le Glory Hole, et il a été créé par les êtres humains. Le lac Berryessa se situe là où se trouvait la ville agricole de Monticello. Au siècle dernier, les habitants ont construit une digue à côté du lac. Lors des saisons pluvieuses, l'eau s'accumulait et débordait de la digue. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont créé ce grand trou. Pour te donner une idée de sa taille, imagine une fourmi qui se balade sur le bord de ta baignoire,
pendant que de l'eau s'écoule par le drain de celle-ci. Voilà, ce glory hole a la taille du trou de drainage pour la fourmi. L'eau est acheminée par un tunnel horizontal vers la baie la plus proche. Le glory hole est une attraction locale et il est visité par beaucoup de touristes. Déplaçons-nous dans les Caraïbes pour découvrir un autre lieu fascinant. Au milieu de la mer turquoise, sur l'une des îles paradisiaques, se trouve un lac unique. Toute la forme environnante ressemble à une plateforme en béton. Mais tu ne peux pas te baigner dans ce lac. Sa température est si élevée qu'il dégage de la vapeur. Cette eau n'est pas vraiment de l'eau, mais de l'asphalte liquide. Le lac Peach est le plus grand réservoir de bitume naturel au monde. Il atteint les 75 mètres de profondeur. Un avion de ligne pourrait s'y écraser en position verticale et y couler entièrement. Le lac n'a pas encore été étudié minutieusement. Il pourrait y avoir un creux dans la croûte terrestre situé sous le lac. Des gaz naturels et du pétrole passent par cette ouverture en se mélangeant avec l'eau. Puis, après plusieurs réactions chimiques, ce liquide se transforme en asphalte. On estime que ce lac contient 10 millions de tonnes de matière brûlante. En théorie, aucun être vivant ne peut se développer dans de telles conditions, mais les chercheurs y ont découvert une colonie de microbes. Cela signifie que la vie pourrait exister en dehors des conditions de notre planète. Il y a plusieurs lacs d'hydrocarbures sur la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan, qui ressemble au lac Peach. Et si les formes de vie les plus simples existent dans ce lac d'asphalte, elles pourraient peut-être aussi survivre sur Titan. Encore un lac peu banal. Il se situe dans la région la plus sèche du monde. Il ne s'agit pas du désert avec ses dunes et ses plaines de sable infinies. Il s'agit de l'Antarctique. Une zone sèche n'est pas forcément une zone chaude. C'est une zone sans précipitation. Un lieu désert n'est pas un lieu chaud avec du sable, c'est un lieu sans vie. On retrouve ces caractéristiques dans certains coins de l'Antarctique. Il y fait tellement froid qu'une tasse de thé se congèle en 1 minute. Mais le lac qui nous intéresse ne gèle pas. C'est plutôt une mare d'ailleurs, car elle est petite et peu profonde. C'est une mare d'eau froide. Cette eau ne gèle pas, parce que le lac Don Juan, c'est son nom, est l'un des réservoirs les plus salés du monde et ce sel empêche l'eau de geler. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs ne savent toujours pas comment le lac s'est formé à cet endroit. Étape suivante, on part au sud de la Tunisie. En 2014, un lac étrange est apparu de nulle part, en plein milieu du désert. Personne ne sait exactement quand ce lac est né, car cette zone est peu peuplée. Les bergers de passage se sont aperçus les premiers de l'existence de ce lac. Ils en ont parlé aux habitants du coin. Quelques heures plus tard, des centaines de personnes se sont déplacées pour se baigner dans l'eau fraîche. L'endroit était devenu très populaire, mais quelques jours plus tard, un phénomène étrange s'est produit. L'eau était devenue vert foncé. Les habitants ne se sont pas inquiétés et ils ont continué à se baigner. Mais lorsque les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, ils ont immédiatement interdit la baignade. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'eau croupie. Ce lac ne se ressource pas grâce à des courants souterrains, ni grâce à la pluie. L'eau est d'abord devenue boueuse et sale, puis ensuite elle est devenue verte. Ce lac contenait des algues et de grandes quantités de bactéries dangereuses pour l'être humain. Les chercheurs ont aussi découvert des réserves de phosphate dans les environs. Cette substance peut se dégrader et devenir radioactive. Les habitants n'ont hélas pas pris les chercheurs au sérieux. Imagine que tu es en train de marcher dans le désert, sous un soleil intense, et d'un coup tu vois un lac vert bien frais. Difficile de résister. La naissance de ce lac reste un mystère. Certains experts pensent qu'il s'agit simplement d'un trou rempli d'eau de pluie. L'eau s'est probablement accumulée à l'ombre des pierres qui entourent le canyon. Mais selon une autre théorie, plus inquiétante, ce lac se serait formé à la suite d'un tremblement de terre. L'activité sismique a probablement cassé la croûte terrestre au-dessus d'une nappe phréatique. Les sources souterraines se sont infiltrées en surface et ont rempli cette crevasse. Cela signifie que toute cette eau pourrait être drainée d'un coup. C'est un peu comme si tu enlevais le bouchon de ta baignoire. Un autre petit tremblement de terre pourrait tout chambouler. Et dans un tel cas, la terre récupérerait toute l'eau du lac. Espérons qu'il n'y ait pas de nageurs dedans si cela devait arriver. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine.
Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour. 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais pas trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets.
Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné? Les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est, ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants.
Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des mille et une nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'il protège le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'il commencerait à enquêter au plus tôt et qu'il lui donnerait des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique. Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie.
Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure. Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre. Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ? Hé, salut! Sais-tu quelle est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui vit au premier étage? À part avoir les Irish Step Dancers au deuxième étage. C'est lorsque ton logement est infesté de fourmis, de parasites et d'araignées parce qu'ils ont décidé que ta maison est aussi la leur. Ce qui n'est évidemment pas vrai, mais bon, essaie de le leur faire comprendre. Alors hier, quand l'une des araignées m'a littéralement fixé droit dans les yeux, alors que je buvais mon café du matin, j'ai décidé d'agir. Bien entendu, la première personne que l'on appelle quand on est confronté à ce genre de problème, c'est grand-mère, n'est-ce pas? Elle est littéralement la seule personne sur la planète qui pourrait nous aider à lutter efficacement contre les insectes. Et fais-moi confiance, quand il s'agit d'expulser des insectes, il n'y a pas de meilleur expert. Elle était bien entendu ravie d'aider, après m'avoir demandé si je mangeais bien et si je passais assez de temps à l'extérieur bien sûr. Mamie quoi. Mais l'interrogatoire en valait la peine, car grand-mère avait un petit conseil à me donner. Elle m'a dit de couper le zeste d'un citron en petits morceaux, de les envelopper dans du tissu et de laisser ces sacs derrière les portes et les fenêtres. Il s'avère que les insectes détestent cette odeur et qu'ils ne s'approcheront plus de la maison. Eh bien, le fait d'avoir des sacs en tissu remplis de trucs au hasard dans tous les sens est un style super grand-mère, mais j'ai décidé d'essayer. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique. Mais je voulais tellement faire de ma maison une zone sans insectes que je me suis lancé. Alors j'ai commencé sans citron. Pour que ça marche à 100%, j'ai fait des sacs vraiment énormes et je les ai mis à 1 mètre les uns des autres. Je me suis retrouvé entouré de ces sacs. C'est une décoration un peu bizarre, mais tu peux choisir un beau tissu et le rendre agréable. Et honnêtement, ce n'est pas la peine d'être super radical comme moi. Un sac par porte ou par fenêtre suffit. Ces sacs ont vraiment fait des merveilles. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai plus vu un seul insecte. Mais j'ai remarqué autre chose. Mon chat, qui adorait se rafraîchir sur le rebord de la fenêtre et mâchouiller mes plantes de temps en temps, a cessé de le faire. Je ne l'ai même pas vu s'approcher de la fenêtre. Il s'avère que ce répulsif est également très efficace pour les chats. Donc si tu veux garder ton chat loin du jardin, des plantes ou de certaines étagères, tu devrais l'essayer aussi. Tout a donc fonctionné, mais il me restait 90 citrons. Oui, en acheter autant était très impulsif. Mais il fallait que je fasse quelque chose avec eux désormais. Alors j'ai décidé de découvrir si les citrons avaient d'autres pouvoirs secrets. Comme j'avais gagné un peu de sagesse grâce à ma grand-mère, mon second choix s'est porté sur maman. Je ne l'avais pas vue depuis un moment, alors c'était bien d'aller enfin lui rendre visite. Mais d'abord, je devais aller travailler. Étonnamment là aussi, j'ai appris quelques autres secrets sur les citrons. Ma collègue a renversé du café sur sa veste et cela l'a beaucoup énervé. Une autre collègue, mère de 5 enfants, lui a alors expliqué que rien ne vaut le citron pour se débarrasser des taches. On mélange du jus de citron avec du bicarbonate de soude et on applique cette substance sur la tache. Ensuite, il faut la laver. On peut verser une tasse de jus de citron dans la machine à laver.
Cela suffira pour éliminer les petites taches, mais cela aidera aussi à conserver la couleur des vêtements. Et en plus, le linge sentira le frais après la lessive. Cela doit fonctionner. Elle a 5 enfants et je ne l'ai jamais vue porter quoi que ce soit avec une tache. C'est soit qu'elle ne porte les vêtements qu'une seule fois et les jette ensuite, soit que le citron tout-puissant fait vraiment bien son travail. Alors que nous étions en train de parler, notre patron s'est approché. Pendant les longues secondes de silence qui se sont installées, des millions d'excuses me sont venues à l'esprit pour justifier le fait que je ne travaillais pas au beau milieu de la journée. Mais il se trouve qu'elle est aussi fan de citron. Elle a révélé son plus grand secret, elle ne va jamais chez le coiffeur pour se décolorer les cheveux. Pour être honnête, cela m'a surpris parce qu'elle est vraiment pas mal du tout et je pensais que ce travail était fait par un professionnel. Mais tu l'as deviné, il est fait par le citron. L'acide citrique contenu dans les citrons est un agent blanchissant naturel. Mais ne te précipite pas non plus d'appliquer du jus de citron sur tes cheveux. Ça ne va pas changer juste comme ça. Même si tu mets ta tête dans le bassin, il y a un autre ingrédient secret qui entre aussi en jeu, le soleil. Sais-tu pourquoi tes cheveux deviennent souvent plus clairs après l'été ? La mélanine, qui est le pigment naturel du cheveu, est responsable de leur couleur. Lorsqu'on s'expose au soleil, elle change et la couleur des cheveux en fait autant. Ainsi, le jus de citron et le soleil sont les secrets du succès. L'acide du citron ouvre les cuticules de tes cheveux. Puis sa première couche se détache et voilà, la couleur de tes cheveux change. Mais malheureusement, si tes cheveux sont trop foncés, cela risque de ne pas fonctionner sur toi. Dans ce cas, le salon de coiffure est indispensable. Après le travail, je suis donc allé chez ma mère. Je dois dire que c'est une maniaque du nettoyage. Elle aime tout ce qui est propre et agréable. J'imagine que le jour où je suis parti de chez elle a dû être le meilleur jour de sa vie. Comme toujours, la maison brillait. Il s'avère que les citrons ont aussi quelque chose à voir là-dedans. Maman a dit que sa façon secrète d'utiliser les citrons est de faire un spray nettoyant avec. Voici comment le préparer. Coupe quelques citrons dans un bocal en verre ou un pot. Verse du vinaigre dessus, ferme le récipient et laisse-le reposer pendant 2 semaines. Lorsque le tout est terminé, filtre le liquide et ajoute-lui la même quantité d'eau. La pulvérisation est prête. Il ne te reste plus qu'à le verser dans un vaporisateur et tu seras prêt à nettoyer même les endroits les plus sales. Voici une nouvelle astuce de ma mère. Tu sais ce truc quand tu coupes une tonne d'oignons et que tes mains sentent comme… les oignons. Alors le citron, encore une fois, va te sauver. Prends une rondelle de citron et frotte tes mains, tes doigts et tes ongles avec. Ensuite, lave-toi les mains en utilisant le citron comme savon. Je te garantis que tes mains sentiront le frais comme si tu n'avais jamais coupé d'oignon de ta vie. La même chose est valable pour se débarrasser des odeurs de la planche à découper. Frotte-la avec un morceau de citron et lave-la. En marchant vers la maison, j'ai reçu un SMS de mon meilleur ami qui me demandait si je voulais passer du temps avec lui. Je l'ai fait, alors il m'a invité à sa maison de campagne pour un barbecue. Je ne m'attendais pas à apprendre un autre secret sur le citron, mais c'est arrivé encore une fois. Mon ami utilisait du citron pour allumer un feu. Il suffit de faire cuire les zestes de citron jusqu'à ce qu'ils deviennent plus foncés et qu'ils soient prêts à faire partir le feu. Cela fonctionne parfaitement, et il n'est donc plus nécessaire d'acheter des allumes-feu toxiques. Tu peux même utiliser des écorces de citron dans ta cheminée à la maison. Elles aideront à enflammer le bois, à le faire brûler plus longtemps et à ajouter un agréable parfum de citron à ton salon. Alors que nous discutions des avantages du citron, la femme de mon ami est entrée dans la pièce. Il s'est avéré que c'était une affaire de famille. Elle aimait aussi se servir des citrons. Elle les utilisait pour se débarrasser des mauvaises odeurs dans la cuisine. En ce qui concerne les tiroirs, elle fait comme ma grand-mère. Elle met des zestes de citron sec dans un sac en tissu en y ajoutant des épices parfumées comme la cannelle ou la cardamone. Ensuite, elle les laisse dans un tiroir. Les placards ne sont généralement pas si malodorants, mais la poubelle l'est et le citron fait toujours des merveilles. Il suffit de jeter quelques pelures au fond de la poubelle et elles absorberont l'odeur. L'astuce fonctionne aussi pour les réfrigérateurs. Et pour le lave-vaisselle, il suffit de verser une tasse de jus de citron au fond d'un lave-vaisselle vide. Pour être honnête, cela fonctionne pour littéralement tout. Tu peux mettre des épluchures de citron où tu veux. C'est à toi de décider. Ton bureau, tes chaussures, ta garde-robe, sérieusement, n'importe où. Il y avait un autre truc cool que leur jeune fils utilisait. Ce dernier a du mal à supporter les longs trajets en voiture et il a vite la nausée. Ainsi, ils ont toujours un citron dans la voiture et chaque fois qu'il commence à se sentir mal, il mâche une rondelle de citron. Ma longue journée touchait enfin à sa fin et je suis rentré chez moi. J'avais besoin de me détendre, alors j'ai mis la marmite sur le feu. Bien sûr, j'ai ajouté des zestes de citron à l'intérieur et j'ai laissé mijoter à feu doux. Peu après, mon appartement a commencé à sentir légèrement les agrumes. Je me suis installé dans mon fauteuil préféré avec mon livre préféré et ce fut la fin parfaite de la journée.
Celle-ci est mon astuce personnelle au citron. L'odeur des vacances. Bien, je suppose que maintenant j'ai résolu le problème des 90 citrons. Jamais je n'aurais cru que de simples citrons pouvaient tellement m'aider.